Imaginez le Japon du 9e siècle. La capitale vient de s'installer à Kyoto. Dans l'ombre des palais, 2 moines reviennent de Chine avec une mission. Transformer radicalement la spiritualité de leur pays. D'un côté, Saicho, le réformateur rigoureux. Il fonde l'école Tendai sur le mont Hiei, cherchant à rendre l'éveil accessible à tous à travers le Sutra du Lotus. De l'autre, Kukai, le génie charismatique et artiste. Il apporte le Shingon, un bouddhisme ésotérique puissant, fait de rituels secrets, de mantras et de mandalas complexes. Ils étaient amis, jusqu'à ce que leur vision des enseignements ne les sépare. Ils ont façonné l'âme du Japon, et leur héritage persiste encore de nos jours. À présent, nous plongeons dans le duel mystique du mont Hiei contre le mont Koya. Bienvenue dans cet épisode dédié aux 2 piliers du bouddhisme japonais, le Tendai et le Shingon. Et pour ce faire, je vais m'appuyer sur les 2 piliers de ce podcast, Christophe et Clément. Bonjour Nicolas. Bonjour Salut Clément. Nico. Est-ce que vous allez bien ? Ça roule, il fait beau. Ça va. Ça va On est dans la saison des pruniers. Prêt à attaquer Le pollen m'assaillit. Mais Oui, le nez un ça peu va. bouché. Un petit peu, mais ça va aller. Il faut mettre des masques, tu sais. Ouais. Aujourd'hui, on attaque Shingon et Tendai. Je vous laisse nous en dire plus là-dessus. Et puis, on va commencer avec Christophe. Effectivement, oui, tu l'as très bien évoqué, Nicolas. C'est ces 2 bouddhismes, 2 fondateurs qui vont amener 2 bouddhismes nouveaux dans la jeune capitale tout juste construite, la Kyoto qu'on appelait à l'époque Heian-kyo. Donc, c'est 2 courants majeurs du bouddhisme qui ont structuré par la suite tous les bouddhismes qui sont arrivés derrière, notamment les bouddhismes zen, les bouddhismes de la terre pure. On l'évoquera un peu plus tard. Donc, pourquoi on va d'abord parler de ces 2 écoles ensemble ? Ce qu'on appelle les écoles ésotériques, les enseignements secrets, en japonais c'est le Mikkyo. Ce n'est pas secret au sens mystérieux ou occulte, c'est secret parce que ça suppose 3 choses. La compréhension suppose une initiation rituelle, très importante, le kanjo. L'enseignement se transmet de maître à disciple et la pratique implique des rituels complexes. On va les évoquer tout à l'heure. L'utilisation des mudras, des mantras et des mandalas. Donc, secret dans quel sens ? C'est pas parce qu'il y a rien de magique. En Occident, quand l'Occident a commencé à connaître l'ésotérisme, que ce soit tibétain ou japonais, il avait cet a priori d'un bouddhisme dévoyé, d'un bouddhisme magique qui se fondait sur pas grand-chose de classique. Mais il faut voir l'ésotérisme comme une évolution, on l'avait évoqué dans le premier podcast, du bouddhisme ancien, du Theravada, en passant par le Mahayana, et en arrivant sur l'ésotérisme, le Vajrayana, ce qu'on appelle le Vajrayana. Donc un petit rappel, les premiers textes du Mahayana arrivent au 1er siècle en Inde. On a le Vajrayana né dans les courants mahayanistes. Les premiers textes à connotation tantrique, on les a à peu près au 4e siècle après Jésus-Christ. Donc premier sutra également, le sutra le Mahavairocana Sutra, le Dainichikyo, le Vajrasekhara Sutra aussi, qui est important pour la Shingon. C'est 2 sutras très importants pour la Shingon qui vont arriver aussi au 3-4e siècle. Ces sutras font part, c'est du sanskrit hybride. Ça va donner une couleur à tout l'ésotérisme japonais. Donc le Vajrayana s'appuie sur les 2 systèmes philosophiques du Mahayana. L'idée, c'est qu'il va pas être trop orthodoxe sur un système en particulier. On peut dire que le Vajrayana est moins doctrinal que le Mahayana, pour donner une grande ligne de vision. Une des particularités du Vajrayana, de l'ésotérisme, c'est qu'il mise en moyen sur ses principes, il s'appuie sur la méthode, ce qu'ils appellent les upayas. Il y a la prajna, la vacuité et les moyens habiles, les méthodes pour arriver justement à cet état de Bouddha. Donc c'est en ça aussi qu'il est moins doctrinal, sûrement. Donc vacuité, moyen habile, l'un ne va pas sans l'autre. Il faut la vue du réel pour appliquer la compassion. La vacuité s'exprime par les apparences, le phénoménal. Donc du point de vue absolu, la vacuité est la nature absolue des phénomènes. Dans le Vajrayana, on va travailler dans le relatif, mais à un niveau pur, en accord avec la vacuité. Donc pourquoi le bouddhisme ésotérique au 9e siècle a tout emporté sur son passage, a vraiment pris au Japon. Bon, il y a ces 2 moines dont Nico évoquait, Saicho et Kukai, qui partent en Chine et qui vont rapporter le bouddhisme à la mode, qui vont rapporter l'ésotérisme. Et tout de suite, dans la nouvelle capitale, le bouddhisme il y avait une grosse crise bouddhique à Nara, l'ancienne capitale. Donc c'est une des raisons du transfert de la capitale à Kyoto, d'abord à Nagaoka, mais ensuite à Kyoto. Donc on voulait plus les temples dans la toute jeune Kyoto, étaient proscrits, à part 2 temples au sud-est et au sud-ouest.
Aujourd'hui, il reste simplement le Toji. Mais le bouddhisme était mis à l'écart de la nouvelle capitale. On avait peur de l'emprise des bouddhismes de Nara sur la société de cour de l'époque. Et Kukai et Saicho arrivent justement à ce moment-là, quelques décennies plus tard, et rapportent ce bouddhisme qui va fasciner, je pense, tous les aristocrates à l'époque. C'est un bouddhisme très, on disait peut-être moins doctrinal, mais très ritualisé, très somptuaire, qui envoie justement, qui montre des choses, contrairement à un bouddhisme de Nara, qui était peut-être plus en cercle fermé et qui s'exposait moins. Là, l'ésotérisme va impressionner. C'est, je pense, une des raisons du fait qu'il soit très bien implanté. Comme tu le dis, en fait, va y avoir deux biographies qui se croisent, deux grands moines. Bon, Nico, tu l'as un petit peu rappelé dans ton introduction, mais c'est important parce que le bouddhisme ésotérique japonais, quand on dit bouddhisme ésotérique japonais, déjà ça fait 3 mots assez lourds. C'est bien, je pense, de comprendre comment les choses se mettent en place, en comprenant les deux hommes qui avaient une vision du sacré assez différente finalement, parce que c'est des trajectoires et des parcours de vie qui vont ensuite diviser le bouddhisme japonais pour plus de 1000 ans. Donc on a Saicho et Kukai qui sont contemporains. Hein. Saicho qui est un peu le moine bâtisseur, celui qui va créer une sorte d'école qui deviendra le Tendai au Japon, ouverte, syncrétique, très structurée. Et Kukai qui on pourrait décrire un peu comme une sorte de génie mystique avec une école secrète, initiatique. Et pourtant, ils sont d'une certaine manière... Alors, c'est un jeu de mots qui a une réalité puisqu'ils sont sur le même bateau. Ils sont dans la même traversée en 804 lorsque l'empereur Kanmu va organiser une ambassade vers la Chine de la dynastie Tang. Alors à ce moment-là, il y a des expéditions qui sont très ponctuelles vers la Chine pour ramener des éléments de culture. Le Japon se structure sur modèle chinois. Le bouddhisme est d'une certaine manière, et ça c'est déjà le cas à Nara, un peu un vecteur de civilisation. Le Japon se met sur modèle bouddhique aussi parce qu'il se met sur modèle chinois. Et donc à cette époque, on ne passe plus, pour plusieurs raisons, mais par la Corée pour accéder au monde chinois. On fonce directement vers le continent en haute mer. Donc les Japonais, ils n'ont pas une petite compagnie aérienne pour les amener en Chine, donc évidemment c'est assez risqué. Il y a 4 navires qui vont partir, il y en a 2 seulement qui vont arriver. Et Kukai et Saicho, ils sont de manière séparée, ils ne sont pas sur le même bateau, mais ils sont sur la même expédition. À cette époque, moi j'aime bien, en général, quand on parle de grands périples comme ça, ramener aux âges, parce qu'en fait, ils sont assez jeunes. Saicho, il a 37 ans, il est déjà assez connu quand même. Bon, alors tout ça, évidemment, je ne l'ai pas rappelé, mais que ce soit eux ou les autres moines qui sont dans ces expéditions, ça procède de bourses impériales, ça sous-entend qu'ils sont dans des hautes sphères aristocratiques, qu'ils ont des subventions, alors pas exactement les mêmes, mais qui sont quand même reconnus et il n'est pas si facile d'embarquer sur ce genre d'expédition au départ. Mais globalement, Saicho, à cette époque, ça fait presque 20 ans qu'il vit dans les zones du Mont Hiei. Il a été nommé aumônier de la cour en 797. Et il part officiellement en Chine pour étudier la doctrine Tiantai. Donc ça, c'est un petit peu le motif de départ, dans une époque où on cherche à compléter le bouddhisme japonais par des textes supplémentaires chinois, puisqu'on a des morceaux, disons, c'est assez fragmentaire et on n'a pas une sorte d'organigramme global de ce qu'est le bouddhisme en Chine. Mais derrière, Saicho, il va aussi chercher une forme de légitimité d'avoir été en Chine et de récupérer des textes éminents pour avoir une reconnaissance religieuse à son retour. Son objectif, pour lui, c'est de créer une école bouddhique indépendante des écoles de Nara. Sur l'autre navire, on a Kukai. Alors lui, il est encore plus jeune, il a 31 ans. Alors là, on n'est pas sur un moine qui est très conventionnel, qui est monté dans la hiérarchie calmement, prudemment, comme Saicho. Il est quand même issu d'une famille noble de Shikoku, le nord de Shikoku, la région de Sanuki, dans laquelle il va garder des attaches assez fortes. Et en fait, dans son jeune âge, il étudie les classiques confucéens à l'université impériale. Donc il est plutôt au départ promis à des plus hautes fonctions très administratives. En fait, il va devenir un genre de haut fonctionnaire. C'est un peu, il vise l'ENA ou Sciences Po Paris, quoi, de l'époque.
Et finalement, il se rend compte que c'est nul. Donc, il quitte tout pour devenir un asset errant, sans maître réel. Donc, il a une sorte de personnalité moins institutionnelle que Sideshow, et ça va avoir son importance sur la suite. Il n'a même pas reçu une ordination absolument complète, on va dire, avant l'année du départ. Et en gros, il s'arrange pour avoir une ordination complète de moine pour pouvoir embarquer et aller en Chine, quoi. Donc, c'est... on va dire que les papiers, l'administration, les certificats pour devenir un moine éminent et reconnu n'est pas sa priorité. Et ça tient presque du miracle. Alors, il y a une petite anecdote qui est très célèbre, qui est glosée énormément au Japon, où quand son bateau est dispersé par la tempête, truc très classique à l'époque quand on essaye d'aller en Chine, il se retrouve dans une province du Fujian. Donc, pour les gens qui connaissent moins la Chine, c'est une sorte de province côtière est au nord de Macao, Hong Kong, quoi. Et donc, il n'a pas de passeport officiel. Il a des autorités locales chinoises qui refusent de le laisser rentrer. Et là, il va sortir son pinceau. Kukai était extrêmement connu pour être un calligraphe de talent. Et il va rédiger en chinois classique un document diplomatique absolument parfait, poétique, très élégant. Et les fonctionnaires chinois vont être tellement impressionnés et surpris, surtout, qu'ils vont le laisser passer. Sideshow, quand il débarque, alors lui, plus au nord, dans la province du Zhejiang, il parle pas chinois, Sideshow. Le chinois vernaculaire. Il lit les textes classiques, mais et encore, il faut qu'il les décrypte. Il est accompagné de son disciple direct, Gishin, qui lui parle chinois. Et il a tous les papiers. Lui, il est carré, quoi. Donc, il y en a un qui va jouer la carte administrative, je dirais, et qui a une sorte de mission à laquelle il va correspondre. Et Kukai, de l'autre côté, qui a déjà une sorte de sensibilité culturelle, et on voit un contraste de personnalité assez fort. Sideshow, très rapidement, lui, il veut remplir sa mission. Il va au mont Tiantai, il y reste 8 mois. Il va rencontrer le 7e patriarche de l'école Tiantai à l'époque, Dao Sui, donc un moine éminent, qui lui transmet les enseignements, comme tu l'as dit tout à l'heure, du Sutra du Lotus, et aussi des différentes méthodes de méditation, le Shikan, enfin des techniques de méditation assise dans le calme, la contemplation. Il revient, alors il va faire une petite halte à la capitale, mais ensuite il va rester finalement assez peu de temps en Chine. Une fois qu'il a rempli sa mission, il rentre au Japon, convaincu que l'ésotérisme, finalement, qu'il a réussi à trouver par différents maîtres, parce qu'évidemment il fait une sorte de petite, on va dire de petit trip, où il est aussi en contact des initiations ésotériques. On pense qu'il y a certains mandalas qu'il a réussi à récupérer, en tout cas dans la compréhension. Et il va revenir au Japon en pensant que son école va très bien intégrer le bouddhisme de Nara calmement. Alors que Kukai, lui, il va arriver à la capitale de la dynastie Tang à l'époque, Chang'an, et il va rencontrer Huiguo, qui est le 7e patriarche du bouddhisme ésotérique en Chine. Patriarche qui est assez vieux, malade. C'est pas une école majoritaire à l'époque en Chine. Et il y a cette scène un petit peu quasi légendaire où quand il voit entrer Kukai dans son temple, il lui dit « je t'attendais », parce que en fait, sans transmission, l'enseignement meurt. Donc d'une certaine manière, Kukai va récupérer cet ésotérisme chinois pour le développer ensuite dans le monde japonais. Le Japon aura sauvé cet ésotérisme chinois grâce à la rencontre avec Kukai. Mais Kukai, lui, il n'est pas juste là pour faire sa mission. Quand il arrive à Chang'an, c'est la folie. Il est super content parce que quand, à l'époque, en 804, dans cette capitale extrêmement cosmopolite, on a des gens qui sont bouddhistes, on a des taoïstes, on a des confucéens, on a des chrétiens de l'église d'Orient, des nestoriens, des manichéens, donc des religions dualistes d'influence perse, on a les zoroastriens, on a des premières communautés musulmanes qui arrivent à pénétrer en Chine. Donc on est sur des choses, on a la diaspora sogdienne, des Perses, des Indiens, des Turcs, des Coréens. C'est très diversifié, c'est la grandeur de la dynastie chinoise. Et puis en termes technologiques, au niveau de la calligraphie qui intéresse beaucoup Kukai, au niveau de l'artisanat, de la cuisine, lui, il aime bien vivre, Kukai, donc il se balade, il claque l'ensemble de sa bourse assez rapidement en faisant plein de petits essais partout. Et il y a une sorte d'euphorie, en fait, il faut imaginer, quoi, pour des lettrés éduqués qui sont déjà au Japon pendant des décennies fascinés par le monde chinois, quand ils y arrivent dedans. Donc il va recevoir l'intégralité des initiations sur des mandalas.
de son maître, des centaines de mudras, des milliers de mantras, on en parlera un petit peu après. Il va avoir une transmission officielle du Dharma qui va faire de lui le 8e patriarche de cette même lignée. Donc finalement, il sera resté que 1 an, à peu près, Kukai. Un peu moins d'1 an. Donc c'est assez rapide, mais il aura fait pas mal de choses. Et il va revenir ensuite au Japon avec une légitimité assez forte, même si comme Saicho rentre au Japon un peu avant lui, il a eu le temps de créer une sorte de légitimité par son retour précoce, puisque c'est le premier qui arrive, et donc il est reconnu, mais assez rapidement, on va se rendre compte que Kai a quand même été beaucoup plus loin, on va dire, dans la transmission chinoise. Et donc, s'il fallait faire une sorte de petite conclusion comparative sur ces 2 maîtres, on a Saicho qui a fait de l'ésotérisme une extension de la voie du lotus, alors que Kukai, il a fait de l'ésotérisme une voie ultime et autonome. Et c'est ça la grosse différence, c'est que l'ésotérisme n'est pas le prolongement d'une voie préexistante sur un sutra important, ça devient une voie à part. Donc, d'une certaine manière, Saicho, il est déjà dans une démarche syncrétiste, alors que Kukai, il est totalement puriste en fait. Il crée une branche indépendante. Donc, quand il rentre au Japon, les 2 vont collaborer. Donc, à l'époque, Saicho, il est déjà dans la cour, mais il est quand même conscient que son ésotérisme, il est incomplet par rapport à celui de Kukai. Donc, il va régulièrement le consulter, il va lui demander de lui prêter des ouvrages. Il va y avoir une interaction assez forte entre les 2 moines. Mais de manière générale, pour Kukai, le Shingon, c'est une forme de sommet absolu du bouddhisme. Donc il va écrire que les enseignements du lotus, du sutra du lotus, c'est comme une sorte d'étape préparatoire, un préalable. Ça, pour Saicho, c'est inacceptable, puisque lui considère que le sutra du lotus, c'est une sorte de sommet de roi de tous les sutras, une sorte de sceau. Donc le Tendai, il va être fondé sur le sutra du lotus, que Saicho va considérer comme un enseignement définitif. Mais pour lui, l'ésotérisme, c'est une méthode qui sert le sutra du lotus. C'est pas une fin en soi. Et après, il y a aussi une question de transmission. C'est que Saicho va demander à Kukai de lui prêter, comme on disait, des textes ésotériques pour les copier. Et en fait, Kukai, il a pas trop envie, quoi. Il fait un peu traîner, il refuse, il est pas là, il dit non, reviens la semaine prochaine. Enfin, c'est un peu... Donc il y a cette espèce de... Il veut pas en fait que son enseignement soit complètement dilué dans un système hybride, relativement exotérique par rapport à ce qu'il connaît lui, et il a reçu une initiation. Donc pour Kukai, le secret, donc Christophe a évoqué juste à l'instant, c'est pas juste une sorte de décorum ou d'enseignement intellectuel qu'on acquiert. C'est une sorte de garantie de l'efficacité qui passe par une initiation. Donc c'est un filtre en fait. Et ensuite, Saicho va mourir en 822, après avoir obtenu sa petite estrade d'ordination indépendante, donc juste avant sa mort, donc il aura quand même une reconnaissance importante. Et c'est là où donc les 2 écoles sont en fait très importantes, mais elles sont encore très naissantes finalement à cette époque. Ce qui va être important, c'est l'intégration du Shingon par les disciples de Saicho à sa mort. Parce que souvent, quand on présente, et d'ailleurs tu l'as fait en introduction, ces deux courants de manière indépendante, Saicho, il est mort en laissant une école assez hybride, assez fragile, et il en avait conscience sur le plan ésotérique. Et c'est ses disciples, alors notamment Enin et Henshin, donc là on est dans le cœur vraiment du 9e siècle. Eux, ils vont retourner en Chine. Bon, c'est un truc assez classique, on revient en Chine, on crée une légitimité. Il n'y a pas que Kukai et Saicho qui ont fait ce mouvement vers la Chine. Là, ils vont étudier de manière assez approfondie différentes pratiques. Ils vont ramener aussi d'autres textes, des mandalas, des rituels, que même Kukai n'avait pas importé. Mais il bénéficie de cette connaissance que Kukai, parce qu'évidemment le Tendai et le Shingon échangeaient beaucoup. Donc ils vont créer une école qu'on va appeler le Taimitsu, qui est en fait l'ésotérisme Tendai. Donc on a d'une certaine manière une introduction, une influence énorme du Shingon à l'intérieur de l'école Tendai par les disciples de Saicho. Donc ils vont d'une certaine manière un peu plus loin. Et pour répondre aux attaques des moines Shingon qui vont les accuser d'être des sortes d'imitateurs sans aucune légitimité, ils vont fabriquer une lignée littéralement avec des logiques de transmission de maîtres. Et donc on a pas mal aujourd'hui de chercheurs qui ont pu démontrer que des textes comme des sortes de documents de transmission qui étaient attribués à des maîtres chinois
en fait, ont complètement été composés au Japon pour donner au Tendai une sorte de légitimité, une filiation ésotérique parallèle à celle de Kukai par mimétisme et qui étaient des documents falsifiés, on pourrait dire. Et donc, d'une certaine manière, bon, alors voilà, il y a toute cette réécriture de l'histoire pour trouver sa légitimité, trouver son maître, trouver sa transmission. Et c'est quelque chose qui, en fait, est partout dans l'histoire du bouddhisme japonais. Hein. On retrouvera ça à l'époque Kamakura. Aujourd'hui, au Mont Hiei, on va toujours avoir des pratiques de méditation, le shikan dont on parlait tout à l'heure, des techniques, on va dire, que Saicho avait récupérées, et le Mikyo, qui est étudié également côte à côte. Saicho, en fait, il avait déjà voulu, en allant voir Kukai régulièrement pour lui récupérer des textes, avoir un ésotérisme ou en tout cas une voie complète. Il n'avait juste pas les outils, il n'avait pas aussi la connaissance. Déjà, il ne parlait pas chinois, il était bloqué par beaucoup de choses. Il avait une sorte de carrière administrative qui, d'une certaine manière, le contraignait, en tout cas dans sa radicalité. C'est ses disciples qui lui ont donné, en fait, raison d'une certaine manière. Donc c'est une petite histoire biographique qui croise les deux fondateurs, réformateurs en Chine, mais c'est finalement sur une même traversée vers le monde chinois, on a deux visions assez différentes de la vérité bouddhique. On a un moine qui pensait que la vérité était absolument partout et qu'il fallait simplement l'éclairer par un enseignement un peu plus exotérique, disons, par le Sutra du Lotus, et l'autre moine qui pensait que la vérité, elle était relativement cachée et qu'il fallait la mériter d'une manière initiatique. Et même si le Shingon se pensait comme une doctrine close ultimement fermée, finalement, en termes d'influence sur les différentes écoles japonaises qui suivront, le Tendai va avoir une force beaucoup plus importante puisqu'il va avoir une doctrine pensée dès le départ comme relativement ouverte et il va absorber en fait l'enseignement Shingon. Donc ça, c'est un petit peu la biographie des deux moines, mais je pense que Christophe, tu vas pouvoir nous parler plus de cet enseignement, justement. Concrètement, qu'est-ce qu'en termes doctrinal, cet ésotérisme japonais apporte dans le bouddhisme de l'époque. Exactement, Clément. Donc, pour revenir un petit peu sur le côté doctrinal, un des dogmes les plus importants dans les écoles ésotériques, c'est devenir Bouddha dans ce corps même, dans cette vie même. C'est ce qu'on disait, c'est un peu l'autoroute de l'éveil, c'est aller plus vite. Dans le bouddhisme ancien, pour un petit rappel, on devient Bouddha après d'innombrables vies, en accumulant mérite et sagesse, en pratiquant beaucoup, à travers les renaissances, les multiples renaissances, on atteint l'état de Bouddha. C'est quasiment une progression presque infinie. Pour Kukai, c'est différent. L'univers entier étant le corps du Bouddha solaire, du Bouddha cosmique, Dainichi Nyorai, les actions, les paroles, la pensée sont en quelque sorte déjà intégrées à la réalité, à une certaine réalité. Pour atteindre justement l'état de Bouddha dans ce corps-là, Kukai appelle ça le yoga des trois mystères. Donc on va mettre en exergue trois moyens mis en œuvre pour l'atteinte du Bouddha en cette vie. Donc il y a trois secrets, ce qu'on appelle les secrets du corps. Donc c'est la posture méditative avec l'utilisation des gestes de main, ce qu'on appelle les mudras. Il y en a plus de 300 sortes, 390 sortes de mudras. On va aussi utiliser beaucoup d'objets rituels, les vajras, qui sont à la base dans l'Inde ancienne des armes, vajras, clochettes, pour mettre en branle, pour mettre en marche des énergies et pénétrer la vérité et l'ignorance. Deuxième secret, le secret de la parole, ce qu'on appelle les mantras, les paroles vraies. C'est l'essence, on peut définir ça comme l'essence sonore de la déité. C'est en récitant la syllabe avec une claire compréhension, ce qu'on appelle une claire compréhension, on peut manifester la vérité. Donc 5 types de récitation sur les mantras. Ensuite, on a le secret de l'esprit. L'idée, c'est de visualiser les lettres germes, donc la lettre A principalement, la lettre sanscrite A, le début des choses, de visualiser les deux mandalas aussi. On a le mandala de la matrice et le mandala du diamant dans l'ésotérisme, de visualiser des déités qui s'y trouvent avec leur syllabe germe. Et ensuite, par la méditation, par les samadhis qui en résultent,
développer les sagesses, les 5 sagesses, et atteindre l'état de Bouddha pour soi. Donc pour Kukai, l'univers entier est le corps de Dainichi. Dainichi Nyola et du Bouddha solaire, les actions, les paroles et la pensée sont déjà intégrés à cette réalité. Pour faire un petit parallèle et pour accrocher un peu le bouddhisme ésotérique à ce qu'il y avait avant, au bouddhisme de Nara, dans l'école Kegon, le grand Bouddha de Nara, le grand Bouddha du Todaiji, Birushana, le Kegon et Birushana, le grand Bouddha, préparent déjà cette vision, je dirais, holistique, cette vision holographique de l'univers dans le sutra de l'école Kegon, dans le sutra de l'ornementation fleurie. C'est pas par hasard si Kukai va classer dans les 10 degrés d'ouverture du corps-esprit, dans son aspect doctrinal, il parle du corps absolu de la nature, et c'est là qu'il va classer l'école Kegon et le sutra de l'ornementation fleurie. C'est pour lui le plus ultime des enseignements exotériques du Mahayana. La pratique ne crée pas l'éveil, elle révèle une identité déjà présente. C'est une métaphysique, en quelque sorte, de la non-dualité cosmique. Donc pourquoi c'est possible ? On va résumer en 3. Le corps n'est pas un obstacle, la matière n'est pas illusoire, le monde phénoménal est l'expression de Bouddha. Donc la Shingon, on peut dire qu'elle est cosmique, symbolique et qu'elle sacralise le monde. La Tendai, elle, comme l'a évoqué Clément, est plus universelle. Saicho va enseigner que tous les êtres ont cette nature de Bouddha, le Tathagata Garbha, qui va être essentiel dans les doctrines du Vajrayana, dans les doctrines de l'ésotérisme. Tous les enseignements sont des moyens habiles, ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce que j'évoquais tout à l'heure, les upayas, les moyens habiles qui vont nous permettre d'accéder à l'éveil dans ce corps-là, et le lotus est pour lui l'enseignement suprême. Donc le Tendai, lui, va intégrer méditation, étude, ésotérisme bien sûr, et la discipline, les vœux de Bodhisattva, la discipline monastique propre. C'est en quelque sorte, si vous voulez, une synthèse globale. Le Shingon est une voie directe rituelle, le Tendai, on peut dire c'est une architecture doctrinale totale. Et donc, comme tu le disais, en effet, dans l'ingénierie, on va dire, rituelle du Mikkyo, le pratiquant ne se contente pas uniquement de contempler ou d'apprendre, d'intégrer des vérités intellectuelles, il agit et ses actions sont cadrées par rapport à des mystères. Le mystère du corps, qui va se décliner par les mudras, le mystère de la parole, les mantras, le mystère de l'esprit, qui est la visualisation du mandala, et ces 3 dimensions ne sont jamais séparées. C'est d'une certaine manière les 3 portes par lesquelles le Bouddha entre dans le monde et par lesquelles le monde entre dans le Bouddha. Donc ce n'est pas des éléments rituels extérieurs ou des signes simplement. Donc on peut détailler un petit peu ces trois dispositifs techniques, on va dire, qui composent ce que visuellement d'ailleurs, si jamais vous allez au Japon un jour dans un temple ésotérique, vous allez voir en fait concrètement. C'est-à-dire que s'il y a un rituel, quel type de geste, quel type de récitation, qu'est-ce qu'il y a comme donc les mandalas qui sont disposés à l'intérieur des temples, tout ça, c'est vraiment la culture visuelle qui provient de l'enseignement dont Christophe a parlé juste avant. Un mandala, c'est un terme qui est quand même un petit peu connu maintenant en Occident, mais qui serait quand même difficile finalement à définir. Un mandala en sanskrit, si on décompose le terme, c'est manda, l'essence, et la, c'est un contenant. Donc c'est le réceptacle de l'essence, on pourrait dire. Donc c'est pas un diagramme abstrait, et là j'encourage tout le monde à aller taper juste mandala Shingon sur Google Images pour avoir quelque chose de visuel, parce que ça peut permettre de mettre quelque chose de concret derrière les explications, mais c'est vraiment un espace où le divin va accepter de se rendre présent. Et au Japon, alors même s'il y a une multitude de mandalas, dans le Mikkyo, on a toujours une sorte de paire avec ce qu'on appelle le Ryokai Mandala, les deux mondes. D'un côté, le mandala de la matrice, le Taizokai, qui va représenter le monde vu plutôt sous l'angle de la compassion, le monde dans son potentiel. Chaque être porte en lui la graine de l'éveil, d'une certaine manière comme le lotus et sa fleur contient son potentiel d'élévation déjà en germe. Donc la structure de ce mandala, elle est très concentrique, elle est, on pourrait dire, centrifuge et centripède à la fois. Les divinités vont rayonner du centre vers la périphérie, donc vers le monde humain, et inversement.
Donc il y a une sorte de double mouvement comme ça, où les êtres cheminent tous, ou en tout cas tournent tous autour du centre, qui est Dainichi Nyorai, le Bouddha ésotérique. Et de l'autre côté, on a le mandala du diamant, le Kongokai. Et donc là, c'est plutôt une forme de connaissance qui est sous-tendue, une discrimination éveillée de la réalité. Donc c'est une structure qui est cette fois beaucoup plus carrée, organisée en 9 assemblées assez distinctes. Et ces deux mandalas ne représentent pas deux vérités différentes. Alors, c'est pour ça qu'ils sont toujours en combo. Ils sont d'une certaine manière les deux faces d'une même réalité. Donc les maîtres ésotériques dans le Shingon vont parler de l'ichifuni. La raison innée et la connaissance ne sont pas deux choses séparées. Donc on ne peut atteindre l'éveil sans les deux simultanément dans les courants ésotériques. Donc d'une certaine manière, un mandala, c'est il faudrait le voir comme une sorte de labyrinthe intérieur qui ramène le pratiquant à sa vie spirituelle. C'est comme une sorte de système solaire géant dans lequel on évolue, et ces deux mandalas vont permettre à la fois un double mouvement, un mouvement ésotérique et un mouvement exotérique, un mouvement vers l'intérieur de la tradition et de la réalité métaphysique, et une extériorisation par des dispositifs et par une inclusion du monde en même temps. Donc on fait le vide en soi pour se détacher de l'ignorance, et on atteint une conscience supérieure pour se détacher de l'ignorance. Donc ces deux mouvements qui vont être complémentaires et toujours fusionnés. J'avais noté cette petite explication de Robert Scharf, qui est un grand spécialiste du bouddhisme rituel, qui va expliquer que les mandalas ne sont pas des supports de méditation, ce qui est souvent une confusion qu'on fait en Occident. Ce sont des icônes au sens fort du terme. Elles ne ressemblent pas seulement au divin, elles participent de sa substance divine. Donc c'est une comparaison avec le monde chrétien, mais ce n'est pas uniquement une image au sens strict du terme. C'est pour ça qu'on ne se contente pas de regarder un mandala, on consacre par une cérémonie les mandalas. Et à ce moment-là, une fois qu'on a consacré les mandalas, d'une certaine manière, le Bouddha entre dans l'image qui va devenir vivante. Donc c'est pas un élément extérieur comme une sorte de statuaire fixe à laquelle on viendrait rendre un hommage. Donc entrer en contact par du rituel et un dispositif avec le mandala, c'est entrer en contact direct avec la réalité ultime, figurée par des éléments iconographiques. Ensuite, on a un deuxième élément qui est très fort, là où le corps, comme on disait, devient Bouddha lui-même, c'est les mudras. Un mudra en sanskrit, c'est un sceau, une sorte de signature. D'ailleurs, les termes pour les tampons en japonais reprennent le même idéogramme. C'est un geste qui scelle une énergie, qui va verrouiller, orienter le flux spirituel. Donc chaque mudra, on pourrait dire, est une sorte de signature cosmique. Lorsque le moine il va entrelacer ses doigts d'une certaine manière, ça on le voit très bien dans la statuaire, il y a une multitude de gestes, de mudras, des doigts qui sont plutôt ronds, qui se touchent, le majeur qui est positionné de telle ou telle manière, la main plutôt ouverte vers le haut, vers le bas, etc. On ne va pas mimer l'attitude d'un Bouddha quand le moine va utiliser des mudras au cours d'une cérémonie. Il va devenir d'une certaine manière le Bouddha. Donc son corps individuel, on va dire égotique, personnel, cesse d'être le sien pour épouser la posture du corps universel, de la réalité ultime. Donc en ce sens, il n'y a pas deux réalités avec une posture humaine d'un côté et une essence bouddhique de l'autre. La posture, c'est l'essence elle-même. Donc on a une série de mudras qui vont être accompagnés toujours de mantras, puisque chaque geste va invoquer une protection, une force, une vertu. Ils sont évidemment associés à une lecture. Mais les mantras, donc le moment où la parole, d'une certaine manière, on dit le mantra, c'est le mystère de la parole, est utilisé à chaque geste. Un mantra, alors des fois en Occident, on a tendance à croire que c'est un truc on dit c'est mon mantra, ou c'est une sorte de petite phrase qui revient, parce que c'est vrai qu'il y a une sorte de répétition en général, ou en tout cas un rythme un petit peu ritournel à l'intérieur du rythme des récitations bouddhiques. Mais ce n'est pas une prière, ce n'est pas une demande qui est adressée à un dieu extérieur, c'est la parole même du Bouddha. Donc prononcer un mantra, c'est faire vibrer en soi une fréquence, on va dire, de l'éveil, si on pourrait le traduire comme ça. Donc c'est pour ça que les mantras, c'est pas du sanskrit classique intelligible au sens de
d'un mot du langage commun. En sanskrit, on les présente souvent comme des semences, des bijas, donc c'est quand même un terme qui revient souvent, cette idée de la graine, de semer, de quelque chose de petit et de figuratif qui contient le déploiement, qui contient tout le potentiel de la plante ensuite qui va pouvoir s'épanouir. Donc on a par exemple une syllabe unique qui va contenir en germe tout un enseignement. L'ensemble de l'enseignement ésotérique qu'il est nécessaire de comprendre est synthétisé dans une sorte de syllabe. Le plus connu, un exemple très parlant, c'est le A, donc qui est la première lettre de l'alphabet sanskrit, ce qui est un symbole de non-naissance, de l'origine de toute chose. Donc d'une certaine manière, le prononcer, c'est réciter tout le Mahavalochana Sutra, dont l'enseignement revient sur cette question de la non-naissance, de l'origine de toute chose, etc. Donc le principe fondamental, enfin un des principes en tout cas importants du Mikkyo, c'est que le son n'est jamais secondaire par rapport au sens. Il est le sens. Et donc la vibration du son court-circuite d'une certaine manière tout le mental discursif. On n'est pas dans quelque chose d'un sermon ou l'équivalent d'une prière structurée avec des phrases, des demandes, etc. Donc Christophe en a un petit peu parlé, mais il y a vraiment cette idée d'une religion du geste, de l'image et du son qui s'intègrent. Et on a des rituels qui traduisent l'ensemble de ces trois associations, qui sont ce que parfois on peut voir dans certains temples Shingon, si les gens dorment notamment dans les temples le matin, ils peuvent voir des rituels dont on parle de goma, qui est la transcription d'un terme sanskrit qui veut dire offrir quelque chose en versant dans le feu. Donc c'est une sorte de petit foyer, il y a un feu qui brûle, et il y a un moine en face qui raconte des trucs dont on ne comprend rien si on est complètement extérieur à ce monde. C'est quelque chose qui est déjà pré-bouddhique, qui existe dans le monde védique. Les brahmanes, ils font des rituels à Agni, le dieu du feu qui porte les offrandes vers les dieux. Donc tout ça est déjà présent bien avant le bouddhisme, mais évidemment, le bouddhisme tantrique va d'une certaine manière réinterpréter ces choses-là, les ritualiser. Il va arracher le feu au brahman, il va le rebaptiser et en faire un rituel qui est supérieur au sacrifice védique, puisque dans les Védas, on est sur des rituels plutôt on va dire d'harmonie cosmologique. C'est plus une offrande à un dieu extérieur, c'est l'actualisation de la sagesse intérieure. Donc on va avoir une sorte d'ésotérisation, on pourrait dire d'intériorisation en tout cas, secrète, ritualisée, initiatique, d'un rituel védique préalable, qui va se retrouver ensuite dans des lignées qui iront jusqu'en Chine et qu'on retrouve aujourd'hui dans le bouddhisme ésotérique japonais. Tous les jours dans les temples ésotériques, c'est un rituel qui est fait où le moine, par des gestes et par des paroles en même temps, brûle des petites plaques de bois face à l'autel. Donc on a en général deux strates de ce rituel qui est vraiment le rituel, je vais dire synthétique de tout ce dont on parle. Le Gegoma, qui est une cérémonie publique où le moine va allumer un brasier sur un petit autel. Il va jeter des bâtonnets, en général en pin, et sur ces petits bâtons rectangulaires assez longs, où on va avoir un vœu, une prière, le nom d'un défunt et qui sont souvent déposés par les pratiquants lors de leur passage au temple. Toutes ces offrandes vont être consumées avec des grains, des feuilles, de l'huile. Donc, dans ce sens, d'une certaine manière, la flamme, elle a un caractère assez thérapeutique, au sens spirituel du terme, mais les fidèles approchent leur corps ou leurs objets rituels qu'ils ont donnés et le feu va les purifier. Et ensuite, on a une sorte de deuxième strate de cette cérémonie, l'Uchigoma, donc le feu intérieur. Donc là, j'ai parlé d'une certaine manière du feu visible, du feu extérieur. Il y a aussi le feu intérieur, où là, on a un moine qui est assis, immobile. Il va visualiser le brasier dans son propre cœur, dans son propre esprit. Donc on n'a pas de flamme, on n'a plus de fumée. Là, c'est pas un feu au sens physique du terme. Il va allumer par sa concentration et par les mudras sa sagesse qui va discriminer des catégories dans son esprit pour brûler ses bonnos, pour brûler ses passions. Et donc, on a, j'avais noté cette petite phrase d'un maître Shingon qui doit aujourd'hui avoir autour de 90 ans, qui est Eka Nikeguchi, qui a fait pas mal d'interventions à Harvard.
et qui disait « J'invite le Bouddha et je deviens Bouddha en allumant le feu dans mes ténèbres intérieures ». Là, il ne parle pas d'un feu réel, en fait. Donc c'est le grand spécialiste, si jamais des gens s'intéressent vraiment à ce rituel, du rituel du Goma au Japon. Hein. Donc il a d'ailleurs accompli, pour la petite anecdote, un rituel sur le site même du World Trade Center en octobre 2001. Il a des liens, les gens regarderont sa biographie, il est assez rigolo parce qu'il a des liens avec la Corée du Nord, enfin, toute une aventure. Mais d'une certaine manière, voilà, on a le feu du dehors et le feu du dedans qui ne se concurrencent pas et qui sont les deux faces du même Vajra. Et une des figures emblématiques de ce dispositif, d'une certaine manière le maître du Goma, le boss du Goma, c'est Fudomyo, qui est une divinité courroucée avec son épée. Il est souvent représenté avec une épée, il a des flammes partout autour de lui. Il va trancher l'ignorance, il a une corde qui est censée attacher des démons, et il siège au cœur du mandala, entouré de flammes. Et ces flammes, d'une certaine manière, ne sont pas un simple décor extérieur, elles sont lui-même. C'est la colère de sa compassion, on pourrait dire. Et donc on a une sorte de fonction destructive qui est presque toujours sublimée à l'intérieur de ces rituels, où l'ennemi à abattre n'est plus un adversaire extérieur, mais nos propres aveuglements, nos illusions, nos attachements, notre colère. Et là, ça revient, premier finalement épisode de ce qu'on disait sur vraiment l'introduction du bouddhisme, parce qu'on voit les correspondances finalement avec un enseignement très partagé dans le bouddhisme mondial. Le feu va brûler, qui va brûler dans l'autel, c'est le même qui va consumer les différentes illusions, et donc on a une sorte de psychothérapie par le feu, finalement, hein, pour le dire très trivialement. Ce rituel, on va dire, va voyager, hein, il va emprunter les routes de la soie, il va arriver dans la Chine des Tang, et il va arriver au Japon avec justement Kukai, dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc au début du 9e siècle, et depuis 1200 ans, ce feu sacré brûle sans interruption sur le mont Koya, sur le mont Ie également, et dans des milliers de temples, Shingon et Tendai, dans tout le Japon. Donc finalement, si on se pose la question quand on va dans les courants ou dans les temples ésotériques japonais, de voir pourquoi on a un bouddhisme qui est aussi lumineux, très orné, très sensoriel, avec beaucoup d'iconographie, beaucoup de complexité aussi dans la statuaire ou dans les représentations. Alors évidemment, on a une origine transculturelle qui passe par les routes de la soie, avec des influences picturales de l'Inde, de l'Asie centrale qui est elle-même très hellénisée à l'époque. Donc quand Kukai va rapporter les mandalas au Japon, il rapporte une sorte aussi de synthèse visuelle de tout le continent eurasiatique. On a une explication aussi qui est une sorte de mystique interne au Mikyo, qui est une mystique de la lumière, puisque pour Kukai, Dainichi, c'est le grand illuminateur, son nom même symbolise la lumière, l'univers tout entier est son corps, et ce corps est radieux. Donc il va y avoir une importance de la lumière qui va passer par le feu. Et puis, dernier facteur qui n'est pas à négliger, c'est qu'à partir du XIe siècle, l'ésotérisme japonais va rencontrer aussi le culte Shinto, et on va avoir ce qu'on va appeler des Shinto mandala, qui ne ressemblent plus au diagramme géométrique classique du Shingon, mais on va avoir des paysages, des représentations de montagnes sacrées, des sanctuaires dans leur environnement naturel, où on va avoir une extension, on va dire, du dispositif ésotérique à l'intérieur de l'économie mentale du Shinto. Le sacré n'est plus uniquement figuré par un schéma abstrait, mais va représenter la beauté du monde, d'une certaine manière. Et ça, il y a une sensibilité japonaise aussi, liée au Shinto, qui va rentrer là-dedans. Donc on se retrouve avec quelque chose finalement d'un bouddhisme un peu coloré, typiquement japonais, qui va changer par rapport au côté un peu byzantin, je dirais, des Tang, et qui va s'adapter aux chutes d'eau, aux forêts, au rouge du mercure qu'on retrouve partout dans les montagnes. Donc le Mikyo en lui-même, dans ses dispositifs visuels, en tout cas, a imprégné quand même l'esprit des Japonais. Et donc pour répondre à la question pourquoi
autant de dispositifs finalement dans ce bouddhisme, parce qu'on ne le retrouvera pas dans d'autres courants du bouddhisme, comme la terre pure par exemple. Il y a une incroyable complexité rituelle. On se demande pourquoi il faudrait 10 mudras alors qu'on pourrait réduire à un seul, pourquoi il y a des centaines de divinités dans un seul mandala. Là, on voit un mandala, on ne sait plus trop où regarder tellement il y a d'éléments graphiques. Pour Kukai, d'une certaine manière, cette réponse, enfin en tout cas, elle fait appel à une cohérence logique, de bon sens presque, du Mikyo. C'est parce que la réalité elle-même est complexe. L'univers du Bouddha n'est pas un univers simple, il est une totalité organique, une sorte de symphonie de force, de vertu, d'aspects, de choses qui sont plus ou moins conditionnées, qui dépassent d'ailleurs facilement en tout cas l'intelligence humaine. Donc réduire cette pluralité du monde à un principe unique et surtout exclusif serait le trahir. Ensuite, parce que les êtres eux-mêmes sont divers. Chaque individu a des affinités différentes, des conditionnements psychologiques et culturels différents. Et c'est pour ça qu'on a une multiplication des représentations, notamment sur les mandalas. On a quelqu'un qui va être touché par la compassion de Kannon, donc de telle ou telle, on va dire, divinité secondaire du bouddhisme, pour simplifier. Une autre personne va être plutôt sensible à une forme de sagesse assez virile et tranchante de Fudomyo ou de Manjushri, par exemple. Donc il faut aussi voir le mandala comme une médecine universelle qui contient tous les remèdes pour tous les patients, en plus des aspects que j'ai énoncés préalablement. Et ensuite, il y a aussi une complexité du corps, puisque le sacré, dans le programme du bouddhisme ésotérique, devient littéralement maniable, visible, audible, et c'est cet aspect qui va permettre au Shingon et au Tendai ensuite, puisque comme je le disais, le Tendai va intégrer les enseignements Shingon sur la deuxième génération de disciples. Ça va permettre à ces écoles de se maximaliser, on pourrait dire, jusqu'à ce que les montagnes elles-mêmes, la nature elle-même devienne une sorte de mandala géant. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même beaucoup dans le bouddhisme japonais, de faire des comparaisons en disant, voilà, quand on a le 16 août, les cérémonies à Kyoto où le feu brûle sur les 5 montagnes, des fois, on a des comparaisons très simples. De Kyoto devient une sorte de mandala. Et d'ailleurs, on pourrait dire que la construction même de Kyoto et son agencement répond à des critères qui ne sont pas totalement étrangers, en tout cas au bouddhisme ésotérique. Donc, c'est des choses qui correspondent, en tout cas, qui sont des dispositifs concrets de l'enseignement dont Christophe nous a admirablement parlé préalablement. Oui, pour rebondir un peu, Clément, sur l'influence de l'ésotérisme sur tous les pans du religieux japonais, notamment avec le Shinto. Pour revenir à la base, le bouddhisme a dû très tôt s'accommoder avec le Shinto. On a des témoignages, pour revenir un petit peu à la littérature, par exemple dans le Konjaku Monogatari, qui est un recueil de nouvelles bouddhiques du XIe siècle. On a déjà cette tension entre le bouddhisme et le Shinto. On a des exemples encore un peu plus tôt dans le Nihon Ryoiki, les recueils des miracles survenus au Japon en 822, où on a une petite histoire où un moine venu passer une nuit dans un temple Shinto, converti à la lecture du Sutra du Lotus, le kami du lieu, un petit singe blanc, lui-même réincarnation d'un roi de l'Inde opposé au bouddhisme. Donc c'est très marrant comme petite histoire. On a un double message dans cette histoire. Donc on voit que très tôt, le bouddhisme va intégrer le Shinto dans ses réflexions. L'idée fondamentale, c'est que le Shinto et le bouddhisme sont deux faces d'une même pièce, d'une même réalité. C'est ce que les Japonais appelaient le Ryōbu Shinto, le Shinto en double partie, qui a jamais vraiment donné en fait aussi naissance à une structure particulière. C'est deux phénomènes tout à fait différents. Donc on a d'une part une doctrine cohérente due à des moines comme Kukai, on en a parlé, ou encore Gyoki, le fondateur du Todaiji Hanara, et d'autre part des croyances syncrétiques dans des milieux populaires, des croyances, on appelle ça les hijiri, même les miko, les sorcières, les prostituées, voilà, tout ce milieu-là, tout ce milieu populaire va s'intégrer à tout ça. Donc toutes les sectes du bouddhisme ont admis dans des proportions différentes les principes de ce Shinto en double partie, de ce Ryōbu Shinto. Même les écoles de la Terre pure, c'est ce qui est assez symptomatique.
Mais seules les écoles ésotériques, seul le Shingon va fournir une interprétation, je dirais, satisfaisante. C'est une théorie qui est assez connue au Japon, c'est ce qu'ils appellent le Honji Suijaku. C'est les kami deviennent des avatars des Bouddhas. Par exemple, on a des correspondances, la déesse solaire Amaterasu no Mikami dans le Shinto et Dainichi Nyōrai. Dainichi Nyōrai, le Bouddha solaire, et Amaterasu. Donc, il produit un corps, il est trop lumineux pour nous apparaître, donc il produit un kami qui est Amaterasu. Et ça a été décliné quasiment à l'infini. Donc, plusieurs kami aussi pouvaient être mis en parallèle avec un seul et même Bouddha ou Bodhisattva, dont ils devenaient ce qu'on appelle des gongen, donc des manifestations provisoires, des manifestations visibles provisoires, en des lieux aussi différents. Voilà, le Shinto, l'idée c'est que le Shinto disparaît pas avec le panthéon bouddhiste. Non, le bouddhisme doctrinalement, notamment l'ésotérisme, va intégrer le Shinto. C'est là aussi le génie, je dirais, de l'ésotérisme au Japon, son adaptation, c'est d'avoir intégré l'animisme local qui était un proto-Shinto au départ. Hein. On le répétera jamais assez, mais sans le bouddhisme, le Shinto n'existe pas. On parle du Shinto avant Meiji, bien sûr, hein, avant le Shinto impérial. Ensuite, on a eu aussi dans les mouvements Shinto le mouvement inverse, donc des mouvements Shinto qui disaient non, le Honji, la base, c'est pas les Bouddhas, c'est les Kami. C'est les Kami qui vont donner les Bouddhas. Donc, on a aussi retourné la doctrine dans des milieux pro-Shinto au Japon. C'est ça aussi qui est intéressant. Deuxième point de l'influence du bouddhisme sur les écoles de Kamakura. Les écoles donc du 12-13e siècle au Japon qui émergent de l'école, souvent de l'école Tendai, que ce soit les écoles de la Terre Pure, la Jodo Shinshu, l'école Nichiren ou les écoles du Zen, tous leurs patriarches, tous leurs fondateurs, pour le Zen Dogen Enzai, pour la Nichiren, pour la Jodo Honen, ensuite Shinran pour la Shinshu, tous ces gens-là ont fait leur classe dans ésotérisme Tendai. Donc, si vous montez sur le mont Hiei, vous avez les lieux de pratique de tous les stèles, des lieux de pratique de tous ces moines-là. C'est assez visible encore aujourd'hui. Mais la Tendai garde le souvenir de leur passage et de leur développement. Donc, tous ces fondateurs ont étudié au mont Hiei, formés, imprégnés d'ésotérisme. Chez eux, qu'est-ce qu'on retrouve ? Une importance des formules sacrées. Le Nembutsu pour les écoles de la Terre Pure, qui est récité comme un mantra, hein, clairement. Le Daimoku pour la Nichiren, qui est je dirais l'essence même du Sutra du Lotus, mis en formule et mis en Bouddha principal presque, dans la Nichiren. Donc un gros symbolisme rituel aussi. Même si ces écoles simplifient la pratique, hein, elles héritent de ce mental, de ce monde ésotérique. Et en effet, tu le rappelles bien, mais donc il y a l'influence du Shingon et du Tendai pour construire les écoles sous Kamakura, mais il y a aussi le fait que ces écoles ésotériques ne sont pas monolithiques et vont évoluer en fait à l'intérieur même de la période de Kamakura. Dès le XIIe siècle, on a Kakuban, qui très très grand moine formé dans le Shingon, qui va quitter le mont Koya. Il va fonder le Negoroji et il va créer sa branche propre. Donc on va avoir des différends qui se créent à l'intérieur des écoles ésotériques plus tardivement, des différends qui sont politiques, qui sont doctrinales, hein, sur la nature de l'initiation, sur la place du maître dans l'ésotérisme, sur la typologie et l'importance du ritualisme. Donc on oublie des fois un petit peu vite que l'ésotérisme, il a aussi été réformé, qu'il a évolué, que c'est un mouvement religieux dynamique jusqu'à aujourd'hui finalement, ou en tout cas jusqu'aux périodes Kamakura. Ensuite, on va avoir un ésotérisme post-Kamakura qui ne va pas produire de très grandes écoles. En fait, comme tu l'as un peu souligné, finalement, la Terre Pure, le Zen, le Shinto va être infiltré par cet ésotérisme. Donc ça va devenir une sorte de couche souterraine du tissu religieux japonais où on ne va plus voir de grands mouvements ésotériques, mais finalement ils sont partout et tout le temps actifs, diffus à l'intérieur. Aujourd'hui, s'il fallait répondre à des questions de ce qu'est devenu le Mikyo après ces écoles de Kamakura, c'est une question qui est un peu complexe, mais s'il fallait séparer un peu les deux, on a deux montagnes avec deux visages du sacré dans le Japon contemporain. Le mont Koya, le mont Hiei,
qui sont d'une certaine manière les deux poumons du bouddhisme ésotérique. Et c'est vrai qu'on peut se demander qu'est-ce que sont devenues en fait ces montagnes 12 siècles après leur fondateur. Dans le cas du Mont Koya, on a 117 temples, 12 millions de fidèles qui sont revendiqués. C'est le lieu, on va dire, officiel de sépulture de Kukai, même si Kukai n'est pas mort, puisque pour les Japonais, il veille, enfin pour les adeptes du Shingon, il veille, il est en méditation éternelle, attendant le prochain Bouddha dans son mausolée. Donc ça, c'est une croyance qui n'a, d'une certaine manière, pas vraiment faibli. On le voit quand on va au Mont Koya, il y a quand même une sorte de niveau dévotionnel assez important. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au Mont Koya, aujourd'hui, le visiteur lambda, il va venir chercher autre chose, il va vouloir valider une station de pèlerinage importante. On a des nuits qui sont proposées à l'intérieur des temples, des shukubos, qui sont devenus de manière assez claire des produits touristiques. On va vendre un petit café latte avec une marque en sanskrit dans la mousse. On a des moines dans des cars qui vont parler à des pèlerins occidentaux dans leur propre langue. Donc ça peut créer une sorte de dichotomie sur des gens, en tout cas, enfin de déception, de gens qui chercheraient quelque chose de profondément spirituel et qui vont dire qu'il y a du monde, il y a une logistique, il y a trop d'argent, d'une certaine manière. Et donc, on peut aussi y trouver une porte d'entrée importante à l'intérieur du bouddhisme ésotérique, voir cette complexité, cette richesse même artistique et rituelle, et puis cheminer là-dedans. Mais aujourd'hui, le Mont Koya a quand même ce profil-là un petit peu compliqué. Donc, c'est toujours une sorte de grand débat entre est-ce que c'est une adaptation à la modernité ou une trahison à l'enseignement initial. Ça, c'est dur de répondre de manière assez tranchée. Mais de l'autre côté, on a sur l'axe nord-est de Kyoto le mont Ie, qui est le siège du Tendai, avec 1700 hectares de forêt, qui est classé à l'UNESCO. Et là, on a d'une certaine manière une sorte de machine assez fonctionnelle à former des saints, mais beaucoup plus minoritaire en termes de puissance, de force de frappe, je dirais, que le Mont Koya, mais où on retrouve quand même cette ascèse qui n'a pas cessé, le Kaihogyo, une course, on dit souvent les moines marathoniens, puisque on a une sorte de schéma réparti sur 7 ans, de 30 à 80 km par jour. Donc ça peut aller 100 à 1000 jours. Enfin, en fait, c'est réparti de manière un peu progressive durant les 7 ans. C'est pas tous les jours le même kilométrage exactement. Mais encore une fois, comme on disait tout à l'heure, la nature elle-même est un mandala. Elle est le support d'une réalisation ésotérique. Et donc, on a certains moines qui, de manière volontaire, rentrent dans ce projet d'ascèse physique. Et simplement, une petite poignée de gens vont évidemment y parvenir, mais ils seront consacrés comme des saints vivants. On a des gens contemporains en ce moment qui ont réalisé le Kaihogyo et qui sont vivants et qui sont... donc, c'est pas quelque chose qui est complètement mort, mais s'il fallait tirer un petit bilan provisoire, l'ésotérisme japonais n'est pas mort, c'est juste qu'il s'est un peu dédoublé. On a d'un côté une sorte de patrimonialisation assez ronflante, avec un tourisme religieux, et puis de l'autre, une sorte d'ascèse extrême avec une perpétuation initiatique, mais ultra élitiste, quoi. Et le Japon actuel, si fallait brosser un petit peu le portrait rapide, il est confronté quand même à un bouddhisme japonais qui vieillit, qui est en fait tout le Japon vieillit. On fera peut-être un jour un podcast sur la démographie, mais finalement, les temples, notamment en campagne, ferment faute de successeurs. Les jeunes Japonais ne savent plus forcément à quelle école bouddhique ils appartiennent. Le mariage, les funérailles, c'est finalement souvent un petit contact avec le monde bouddhique, mais c'est léger en fait, c'est quelques moments dans leur vie. Et le Mikyo n'est pas épargné, au contraire, puisqu'avec des rituels extrêmement longs, complexes, exigeants, former on va dire des saints dans ces temples-là prend énormément de temps, plusieurs décennies. Donc quand la pyramide des âges se retourne, évidemment, la transmission devient assez fragile. Et puis, il faut garder à l'esprit qu'on a une concurrence spirituelle assez marquée finalement au Japon, puisque depuis les années 90, globalement, on a un marché du spirituel qui s'est développé, alors on pourra le développer, mais on a quand même une multiplication des sectes importantes au Japon, mais on a aussi des propositions de guérison, du développement personnel, un ésotérisme à la carte où on va piocher des mantras, des mudras,
mais sans lignée, sans maître, sans initiation, sans institution réelle. Donc en fait, exactement ce que Kukai craignait absolument quand il rencontrait Saicho, d'une certaine manière. Une pénétration de l'exotérique qui remplace l'ésotérisme. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est assez propre finalement à la modernité plus qu'au Japon elle-même, mais le consommateur spirituel va préférer une sorte de petit ajustement d'éléments religieux qui lui conviendra psychologiquement, plus que d'aller puiser à la source initiale des textes et des rituels, puisque c'est beaucoup plus simple, c'est moins coûteux, et quand il n'y a pas de hiérarchie, c'est toujours plus confortable. Et donc ça, voilà, par exemple, je pense à Kyoto, des sortes de tours, des petits cycles organisés sur le mont Kurama, qui est un des lieux importants du Reiki. Donc on est voilà, sur des sortes d'entrepreneurs religieux du New Age, où on va avoir des participants qui pratiquent des visualisations ésotériques qui peuvent rappeler ce dont on a parlé, mais qui n'ont évidemment aucune forme de transmission, d'où l'importance de l'initiation et des rapports de maître à disciple dans le bouddhisme. Donc, malgré tout, le Shingon et le Tendai ne peuvent pas échapper à ce phénomène social de captation du religieux qui traverse tout le Japon. Et puis, je ne parle pas des pratiques de yoga, etc., qui peuvent se faire à l'intérieur des temples, qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais qui peuvent parfois créer des confusions, en tout cas. Et donc, on pourrait dire qu'il y a une voie qui est largement empruntée au Mont Koya, qui est la voie patrimoniale et touristique, avec des circuits de pèlerinage, avec des reconnaissances de l'UNESCO. D'ailleurs, le pèlerinage de Shikoku, il me semble que c'est cette année ou l'an prochain que c'est reconnu UNESCO. Ouais. Donc, on transforme d'une certaine manière le sacré en attraction, où le moine va finalement devenir une sorte de prestataire de service. Donc ça, c'est quand même, s'il faudrait nuancer, mais le cas au Mont Koya. Et puis, une voie ultra radicale de quelques moines, très rare, qui continue une forme d'ascèse extrême présente dans les ermitages des montagnes de Ki, les marathoniens du Mont Hiei. Ceux-là, ils apparaissent assez rarement sur des brochures, forcément. Et ils sont, d'une certaine manière, si on reprend les catégories qu'on a énoncées, les garde-fous du Mikkyo. Tant qu'ils existent, la tradition n'est pas rompue, quoi. Et en même temps, Clément, rapidement pour rebondir, c'est vrai que les pratiques ascétiques ont lieu aujourd'hui, mais elle s'adresse aussi à pas mal de couches de la société, des chefs d'entreprise, qui vont faire par exemple du shugendo, des choses comme ça. Donc on vit une sorte de popularité de ce genre de choses. Le shugendo se fait avec des moines, dirigé par des moines bien sûr, mais c'est redevenu populaire ces dernières années. On a un petit courant qui revient là-dessus. Ouais, tout à fait, ouais. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant parce que des fois on arrive dans une forêt à côté de Kyoto, on voit des gars qui soufflent dans des coquillages pour faire de la musique et ils sont habillés en moines, mais en fait c'est Tanaka qu'on a croisé à la mairie il y a 2 jours. Donc, et d'une certaine manière c'est aussi la force du bouddhisme japonais, d'aller toucher des franges laïques, donc et de faire sauter les distinctions strictes entre un laïc et un moine. Mais je répondrais comme ça, finalement, à l'avenir, ou en tout cas l'actualité du bouddhisme ésotérique dans le Japon en 2026. D'un côté, cette espèce de consommation et de bricolage spirituel. D'un autre côté, le risque de patrimonialisation. Des lieux, en tout cas, où même si il y a une sorte de marchandage, on peut quand même toucher à des choses intéressantes dans le bouddhisme. Et puis un petit groupe relativement isolé qui fait des ascèses extrêmes, mais très clairement, le bouddhisme ésotérique, il est vivant par ses autres écoles, en fait, par toutes les écoles qu'il a engendrées. Eh ben, merci les gars, c'était comme d'habitude super intéressant. Je vais faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit. L'émergence des écoles Tendai et Shingon au début de l'époque Heian a marqué un tournant institutionnel et doctrinal pour le Japon. En introduisant le Mikkyo, Saicho et Kukai ont déplacé le centre de gravité religieux des plaines de Nara vers le sommet des montagnes, créant des structures monastiques qui allaient dominer la vie politique et sociale pendant des siècles. En apportant l'idée révolutionnaire que l'on peut devenir Bouddha dans ce corps, le Tendai et le Shingon ont transformé une religion de renoncement en une quête active et esthétique. Que ce soit à travers la diplomatie de Saicho ou le génie artistique de Kukai, ces écoles ont permis au bouddhisme de fusionner avec les divinités locales et d'irriguer tous les arts traditionnels. L'apport majeur de ces écoles réside dans 2 fondamentaux. L'unification doctrinale,
Le Tendai a servi de plateforme intégrant diverses pratiques, méditation, préceptes, ésotérisme, formant ainsi le socle d'où sortiront plus tard les grandes écoles populaires comme le Zen ou la Terre pure. Et le cadre syncrétique, le système ésotérique a fourni la structure théorique permettant d'intégrer les divinités locales au panthéon bouddhique, définissant ainsi le modèle religieux hybride qui caractérise encore le Japon d'aujourd'hui. Bien que le pouvoir politique de ces monastères ait été brisé lors des unifications du XVIe siècle, leur influence persiste à travers un patrimoine architectural unique et une codification des rituels qui reste aujourd'hui encore une référence majeure du bouddhisme japonais. Le bouddhisme ésotérique n'est pas une relique du passé, nichée dans les brumes du mont Yei et du mont Koya. En fin de compte, le Mikyo est la matrice silencieuse qui a façonné l'âme du Japon. C'est le moment de passer au quiz. Est-ce que vous êtes prêts ? Ah, le moment ténébreux, Pas vas-y. du tout prêt, mais c'est parti. Je stresse, là, j'ai les poils qui... Allez, on commence tout de suite. Qui est Emon Saburo ? Je vous aide un peu ? Alors non, tu vas pas chercher sur Google. On parle de Shikoku, d'un pèlerinage. Donc oui, le 88 temples, Voilà. le Henlo. Eh bien, d'où ça part, cette histoire de 88 temples de pèlerinage ? Ça partirait de Monsieur Saburo. Exactement. Bon, allez, je Le vais être sympa. fondateur, on va dire. D'après la légende, donc Emon Saburo a commencé à parcourir l'île de Shikoku à la recherche de Kukai, pour s'excuser de l'avoir chassé quand ce dernier était venu lui demander l'aumône. Et donc, l'histoire de ce pèlerinage serait liée à ce monsieur qui, en parcourant l'île, en allant de temple en temple à la recherche de Kukai, aurait lancé cette idée de faire tous les 88 temples. Personnage légendaire D'accord. ou parce que Alors, tu dis selon la légende. Après, l'historicité du... Le personnage existe. Le personnage existe, ouais. Disons qu'à Shikoku, on va dire que c'est en partie Allez. lié de là. Parce Après, il n'y a que pas de ouais. officiel. Il y a le chemin devient populaire au XVIIe siècle. C'est ça, la parce qu'il y a un guide structuration qui est- du pèlerinage, voilà. c'est beaucoup Un plus guide tard. a été rédigé C'est- en fait par un moine bouddhiste qui s'appelait Yuben Shinen. Tout serait parti de là en fait le pèlerinage actuel. Ouais. Le circuit est long de 1200 km. Le pèlerin le fait entièrement à pied, entre 30 et 60 jours pour terminer en moyenne. Ça Si sonne on bien, enchaîne bien. Si hein, t'enchaînes bien. voilà, hein, ouais, si on 30 enchaîne bien. En sachant Maintenant, bon, que la plupart des gens le font Vélo, sur des bus. sections, en tout cas à minima, c'est ça. en transport. Et il y a 4 chemins. On les décrit, alors je vous le dis brièvement. Le chemin de l'éveil, donc les temples sont numérotés donc du 1 Le au début, 23. ouais, dans 23, Donc ça, c'est à Tokushima, parce qu'on a fait par préfecture. Kochi, il y a le chemin de l'Assesse, donc du 24 au 39e. Ehime, c'est le chemin de l'illumination, 40 à 65. Et Kagawa, c'est le chemin du Nirvana, 66 à 88. Donc ça peut vous permettre de décomposer si vous voulez le faire en plusieurs... Et on peut le faire à l'inverse aussi. Certaines personnes font à l'inverse, commencent par 88. Et il y en a 108, il me semble. On peut rajouter des temples. 88 officiels et 108. C'est exact. Il y a des temples annexes non inscrits dans l'intérieur du pèlerinage pour arriver à 108. Pour coller à 108, aux 108 passions du bouddhisme, 108 attachements. Qui est So Osho. So Okasho. Alors, moi j'avais Osho, Okasho. Okasho, ouais. D'accord. So Okasho, c'est celui qui a initié Clément en parlait, la cesse du Kaiōgyō au Yesan. Donc ça a tombé là-bas dans la partie sud notamment. Fondateur historique, effectivement. Fondateur historique, on est au 9e siècle. Donc, exactement, sur le Mont Yei. Exactement, ouais, sur le Mont Yei. Et là, c'est pareil, la structuration du Kaiōgyō est venue sans doute aussi après. C'est la structuration 1000 jours, comme a connu le médiéval. Mais... Et puis la grotte, quoi. La grotte. La grotte. Parce qu'à la fin du Kaiōgyō, le pratiquant qui a déjà 7 ans de marathon dans les pattes, il rentre dans une grotte sans boire ni manger pendant 9 jours. C'est à la 5e année. C'est la 15e année. Il me semble que c'est à la 5e. Et il rentre C'est pas la fin. C'est pas la fin, c'est 5e année. Ah. Et il rentre au Mudoji-dani, dans la partie sud du Yesan. C'est pas la fin. Ok. Ça s'appelle Il me la semblait partie que Mudoji-dani. C'était le dernier, ça venait clôturer. Là. Ok. Et il est dans le pavillon, dans le bâtiment de Fudomyo. Et pendant 9 jours, effectivement, il boit pas, il mange pas, il se couche pas. Et tous les soirs, il va au puits qui est à 200 mètres rapporter de l'eau. Le premier jour, il y va en 5 minutes. Et le dernier jour, on le porte, il met 2 heures pour apporter l'eau, qu'il va pas boire, bien sûr, mais qu'il va donner à Fudomyo, enfin offrir à Fudomyo. Faudrait vérifier, il me semble que c'est la 5e année. Ok. Là, on va faire un quiz à choix multiples pour innover un peu. Et on va rester sur la même question. La gestion du temps
et les 1000 jours, le mont Yei est le seul endroit au monde où l'on pratique donc le Kaihogyo, épreuve physique extrême, l'une des plus dures du bouddhisme, une marche de 1000 jours autour de la montagne couvrant une distance équivalente à petit a, la distance Paris-Tokyo, petit b, l'équivalent de la circonférence de la Terre, petit c, la distance Terre-Lune. Est-ce que vous voulez les kilomètres pour vous aider un peu? Je te dirais la deuxième. Paris-Tokyo, ça fait 9700 km. Terre, circonférence de la Terre, on est sur du 40 000 km. Ouais. Et la Terre-Lune, on est sur du 384 400 Je te dis, kilomètres. c'est 40 000. La Terre, ouais. La circonférence de la Terre, Ouais. Bah ouais, en 1000 jours. Il marche pour faire le tour de la Terre. en 1000 jours. Mais le truc, c'est que c'est très irrégulier. Tu me mets de doute. Mais moi, j'ai. Mais c'est beau, hein, tu vois, 40 000. Pour moi, c'est une fois le tour de la Terre. Et allez, d'accord, à l'époque, Enfin, ils savaient déjà que ça ferait. Non, mais c'est nous, ça. Non, mais c'est dingue comme coïncidence, tu vois, il y a un truc. Alors, depuis 1885, C'est ça ou pas? seulement une cinquantaine de moines ont terminé les 1000 jours. Une élite spirituelle extrême restreinte qui ont effectivement fait le tour de la Terre, si on compare. Ouais. C'est fou. Hein. Certains ont fait même 2000 jours. Hein. Il y a 2 moines dans l'histoire qui ont fait 2000 jours. Ah ouais, ils se sont dit, Dans la cesse du le Kaihogyo. Ironman, c'est pas pour eux, c'est rien. Exact. Ils l'ont refait, ouais. Il y en a 2. Bon, les autres sont morts, hein, parce que c'est le Kaihogyo, c'est une D'ailleurs, il y a eu ils ont écrit des livres sur leur expérience. Donc c'est. Mais tu disais, il y en a, ils sont morts en refaisant. Bah, non, enfin, Ils l'ont fait une fois. Le Kaihogyo, c'est justement assez extrême. Soit tu réussis, soit tu meurs. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas d'abandon. Enfin, il n'y avait pas de juste milieu. Traditionnellement parlant, c'est ce que tu vois encore aujourd'hui de manière symbolique, mais tu avais un couteau. Voilà. Si tu échouais, tu te suicidais. Tu te faisais seppuku. Enfin, on va dire seppuku, mais. Les moines du Kaihogyo, encore aujourd'hui, ils l'ont, ce couteau. Tu vois. Ah, ok. Et c'est comme les samouraïs faisaient genre, ils allaient faire seppuku et ils le faisaient pas vraiment, ou ils le font vraiment pour le coup? Après, si tu suis les témoignages, si, c'était sérieux, ils le faisaient. Enfin, et après, il y a une question de. Après, dans la grotte, tu bois pas. Voilà. Ambulance, quoi. Après, à partir de Meiji, tout ça est interdit. Le Shogendo également. Enfin, toutes les pratiques ascétiques vont se standardiser à partir de Meiji. Ok. L'orientation des mandalas et l'architecture. Au mont Koya, Kukai a conçu le plan du temple central, le Danjo Garan, comme un mandala physique. T'en parlais un peu tout à l'heure, Clément. Quelle structure unique et massive a-t-il fait ériger pour représenter le centre absolu du mandala, de la matrice et du diamant? T'as déjà la réponse ou je déroule? A. Le Konpo Daito, la grande pagode fondamentale. B. Le Sanmon, la grande porte de la montagne. C. Le pavillon des ancêtres, le Mieido. La première réponse, quoi. Enfin, je m'en doutais que ce serait trop facile. La grande pagode du centre. D'ailleurs, qui est restée quasiment 100 ans sans être reconstruite. Elle a été reconstruite au XXe siècle, dans les années 30, celle-là. Elle avait brûlé au XIXe siècle, quasiment 100 ans où les Japonais l'ont pas vue. On a la chance de la voir aujourd'hui. Hein. Elle est magnifique. Ils avaient fait les 1200 ans ou les 1250 ans, ils avaient fait du projection mapping dessus, avec des moines qui chantaient, qui faisaient le shomyo devant la compound Daito, justement. Donc c'est un monument où on a la chance de pouvoir le voir, de le contempler. Vous connaissez la hauteur? 40 mètres. 48. Pas mal. Oh, je suis quand même loin. Je l'avais noté. Elle contient des statues disposées en 3D, formant un mandala géant aussi. Le privilège du sang, ça vous parle? Privilège du sang. En japonais, ça se dit Kechimyaku. On est dans le... le Kechimyaku. Ouais, enfin... Je sais pas si c'est... Alors, c'est pas la question. Ta question, elle est dans le lien avec l'ésotérisme japonais ou... Tout est en lien avec Tendai Shingon. Hein, donc okay. Pour les questions, j'ai fait thématique. C'est marrant. Le mont un terme que tu utilises beaucoup dans le zen. Tu vas voir. Le mont Yei possède un registre extrêmement rare et précieux appelé le Enyakuji Kechimyaku. De quoi s'agit-il? A. La liste des impôts payés par les paysans de la montagne. B. Le diagramme de la ligne spirituelle montrant la transmission ininterrompue du dharma de Bouddha jusqu'à Saicho. C. Une carte des mines d'or cachées sous le sommet. Le 2. J'adore la troisième. Allez, la troisième. Le 2. Elle est tellement bonne. Eh bien, B. Effectivement. Littéralement, donc Kechimyaku, ça veut dire vaisseau sanguin. C'est le document qui prouve la légitimité du maître. C'est un document qui est en papier, de mûrier, très long, rectangulaire. Et chaque moine qui est amené à être ordonné, ça en fonction des courants, soit il le rédige lui-même, soit on lui donne. Tout en haut du papier, il y a le Bouddha, historique. Et ensuite, on a un cheminement, comme un arbre généalogique immense, en rouge,
du coup, qui représente le sang, et qui passe par tous les patriarches indiens, les patriarches chinois, les patriarches japonais, la branche dans laquelle le moine ordonné est, et le dernier nom, son nom à lui, qui le relie du coup directement au Bouddha. Donc évidemment, au départ, les patriarches indiens sont relativement communs par beaucoup de courants japonais, puis petit à petit, ça se scinde et ça se différencie d'un autre courant bouddhique, quoi. Et après Saicho, on a écrit des noms encore? Ah bah ça va jusqu'aux pratiquants actuels. Actuel, ouais, jusqu'aux d'accord. ça moines continue. actuels. Donc le parchemin, il doit être super long ou on Il est long. rajoute. Il est long. On sait à peu près jusqu'où ça peut Alors aller. c'est pas tous les moines qui sont c'est le chemin, en fait c'est des générations, c'est les chemins de transmission de qui ils ont reçu les transmissions. Donc évidemment dans le bouddhisme contemporain c'est plus on se rapproche de notre époque et plus les différences sont marquées. Ouais. Mais quelqu'un qui est aujourd'hui dans le bouddhisme, je sais pas, ésotérique, malgré les différentes branches, bon, bah, je sais pas, dans le Shingon, il va avoir le nom de Kukai sur son truc. On pourrait faire un fichier Excel et plus s'embêter. Voilà, mais c'est plus classe. Et puis en général, il y a pas mal d'écoles la transmission qui le valident comme une sorte de pratique. C'est-à-dire que le pratiquant, il va être amené à écrire tous ces noms, donc à passer lui-même en étude par la calligraphie tous les noms pour se rendre compte de l'importance de la transmission, quoi. Et le sang, la filiation sanguine, hein, c'est très important. C'est ce gros fil rouge, et puis c'est un papier qui est très très fin, donc c'était assez courant d'avoir des moines qui devaient refaire 3, 4, 5 fois parce qu'à la moindre petite tache d'encre, le moindre petit écart, il faut tout refaire. Mais c'est ça qui attestait de la transmission. Il y a beaucoup de moines qui portaient ce document tout le temps sur eux quand ils étaient en... C'est comme une ordination. Voilà, c'est une forme de document qui prouve l'ordination, en plus du Kessa et d'autres éléments qui sont remis. Au Mont Koya, il existe une statue célèbre qui a survécu à tous les incendies. Quel prodige lui attribue-t-on lors de l'attaque prévue par Oda Nobunaga, qui n'a finalement pas eu lieu? A. Elle aurait versé des larmes de sang. B. Elle aurait émis une lumière si vive que les soldats ont perdu la vue. C. Elle aurait pris la parole pour maudire l'armée de Oda. Le 3. On l'appelle le Bouddha de cuivre rouge. C'est classe. Classe. J'aurais dit le 3 aussi, mais tu dis rouge, je pense à ça. Mais... Shaka Akado. Réponse A. La légende veut que la statue de Koya, que la statue du mont Koya ait manifesté des signes de douleur, renforçant l'idée que la montagne est un corps vivant. Magnifique. Un Shintai, quoi. Lequel de ces deux sommets est géographiquement le plus élevé? Le mont Yei, le mont Koya, ils sont de la même altitude. Ça joue un peu, c'est dans les 800 mètres, mais il y en a un à 830, l'autre à 850, non? Le Mont Yei, c'est sûr dans les 800. Le Koya, je sais pas où ils prennent. Pour moi, il était dans les 800 après. Koya est peut-être plus haut, non? Faut choisir. Hein. Moi, je disais la même chose. Je dis pareil. Koya, pareil. Eh bien, B, la réponse B. Le mont Koya culmine autour de 900 000 mètres. Ouais. Ah bon, je me suis fait avoir. Le mont Yei, on est à 848. Ouais. C'est le Koya le plus... Bon, après, le mont Yei, c'est la plus grande montagne de la ville de Kyoto. C'est pas le Hatago? Il y a le plus haut, le Hatago? Il est plus à Kyoto? Ouais, mais Hatago, c'est pas exactement Kyoto. Ouais. Le Yei, c'est domicilié à Otsu, hein, à Shiga. Hein. Ouais, mais... Ça doit être sur la tranche. Comme il est coupé. Oui, l'autoroute, elle passe, elle fait Kyoto, Shiga. Donc Kyoto se l'est approprié. Mais administrativement, quand on voit une lettre là-bas, tu l'envoies à Shiga. Hein. Enfin, Nantes, c'est en Bretagne. Il est tellement attaché à Kyoto dans le visuel qu'on peut pas, pas le retirer. Bon, on met le Hatago aussi. Allez. Oui, allez. Oui, mais là, on parle de Yei et Koya. C'est vrai. Où se trouve le plus ancien document écrit de la main même d'un des fondateurs? Donc, soit réponse A, c'est au mont Yei, où il se trouverait le testament de Saicho. Soit réponse B, au musée national de Kyoto, on aurait une lettre de Kukai. Quelle lettre? Une lettre. Une lettre? J'ai pas le détail. C'est pas... Je dirais c'est Kukai, c'est pas sa lettre de... C'est pas ses vœux, non? Faudrait savoir que contient la lettre, parce que Saicho décède avant Kukai. Pour moi, là, c'est Kukai. Kukai. Je vais dire Saicho. Effectivement, si vous aviez eu l'info avant, c'était peut-être plus facile. Le document le plus célèbre est le Kyushojo. C'est une lettre calligraphiée par Kukai pour Saicho, et elle se trouve au musée, c'est Trésor National. C'est l'un des rares documents où l'on peut voir l'écriture réelle d'un personnage du 9e siècle, donc Kukai en l'occurrence, et c'est considéré comme l'un des 3 plus grands calligraphes de l'histoire du Japon. Je t'en parlais tout à l'heure. Le moine aux 5 pinceaux.
Il a des représentations avec un pinceau dans les deux mains, sur les pieds et dans la bouche. On l'appelait le moine aux 5 pinceaux, justement. C'est comme Zoro dans One Piece, en fait. Un peu ça, version. On a les références que l'on a. Ne nous jugez pas. Ne jugez pas. Allez, dernière question, sujet qu'on n'a pas trop évoqué, donc vous pouvez faire un petit point là-dessus après si vous voulez. Tiens, même avant, l'Okunoin, le grand cimetière. Tu peux en toucher un mot vite fait avant que je pose ma question? C'est le lieu de sépulture de Kobo Daishi et de Kukai. Clément le disait, il est considéré, hein, il n'est pas mort, il est en samadhi, en méditation perpétuelle. Et c'est le cimetière le plus grand du Japon. On estime à 300 à 400 000 restes, plus de 200 000 tombes au Koya, à l'Okunoin. La particularité, on va dire, touristique du lieu, les tombes. Ah, il y a des tombes. Oui, alors je pense que c'est à ça que tu veux faire référence, c'est qu'il y a des tombes d'entreprise. Les tombes d'entreprise, oui. Voilà, les tombes d'entreprise qui ont les Panasonic, les UCC. plus connus, voilà, la tasse à café UCC, une fusée à l'entrée. Donc ça se visite aussi pour le côté un peu original. Effectivement, les entreprises japonaises faisaient ça. Enfin, pour avoir des salariés, ils leur promettaient une tombe au Mont Koya. Donc pour renaître, l'idée c'est quoi? C'est de renaître avec Kukai à l'avenue du Bouddha du futur, à l'avenue de Maitreya. Il y a une sorte de millénarisme quand même là-bas, hein, qui se perpétue. Et puis on a des tombes de moines aussi qui étaient relativement opposées aussi de leur vivant à l'ésotérisme. Des restes en tout cas, on a des restes de Shinran. On a Shinran, effectivement, tous les grands moines. Des reliques Oda Nobunaga. Oda Nobunaga, exactement. On a Toyotomi Hideyoshi. C'est intéressant de penser à ça a posteriori, parce que finalement on a une sorte de différence d'école très contextuelle et historique, mais tout le monde se réconcilie dans la mort et l'universalité, quoi. Dans l'avenue du Bouddha du futur, tu vois. Ouais, c'est ça. On sait jamais. C'est là. Donc ma question, voilà, où je voulais en venir, dans l'Okunoin, donc dans ce cimetière, laquelle de ces tombes n'existe pas? A, celle pour les termites. C'est une entreprise d'extermination de termites. Voilà. B, le Fugu, une entreprise de pêche. C, pour les chiens qui ont été mangés pendant la Seconde Guerre mondiale. Laquelle n'existe pas? Laquelle n'existe pas dans les 3. Parce que, comme je disais, il y a des tombes un peu originales. Je te dirais le Fugu. Ouais, moi aussi, le termite, vous êtes sûr? Le chien, vous êtes sûr? C'est ça? Vous l'avez croisé? Ça me dit quelque chose, donc après... Alors, je vais vous le dire. Le termite, c'est connu, ça existe. Chien, j'en suis plus sûr. Je crois l'avoir croisé, mais... le termite, c'est 100% sûr, parce que j'ai déjà vu. Tu y as été? Ouais, je l'avais cherché exprès. Parce que j'avais vu l'anecdote un jour et je me suis dit, tiens, allez où cette termite, elle y est, c'est sûr. Oh, t'as des bonnes questions, quand même. Non, là, c'était vraiment les chiens qui sont fait manger par les Japonais parce qu'ils mouraient de faim à la Seconde Guerre mondiale. Il y a des monuments, tu sais, genre de chiens, des chiens militaires qui ont été... oui, morts au combat. Les chiens normaux aussi, ouais. Mais sur les... Il n'y a pas d'histoire de... Donc, il y a le monument, une tombe pour les termites, pour une société qui extermine les termites et dont elle s'excuse d'être obligée de tuer les termites. Ouais. Une tombe société de pêche qui pêche le fugu et donc qui s'excuse de tuer le fugu, mais il n'y a pas de tombe pour les chiens qui ont malheureusement été mangés durant la Seconde Guerre mondiale. T'as raison de préciser, malheureusement. C'est pauvre toutou. À savoir que chez les Gaulois, c'était courant de faire des ragoûts de chiens. Hein. Personne n'est parfait. Je le place là. Vous en ferez ce que vous en voulez. Dans un dîner, c'est bien. Eh bien, c'était tout pour moi. Merci d'avoir participé à ce jeu où on ne gagne pas d'argent. Je suis vraiment désolé pour vous. Pas encore, mais quand le podcast aura atteint le million d'écoutes, d'abonnés, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer, de liker et toutes les petites choses que vous avez sur vos différents réseaux, évidemment, je le rappelle. Donc, à ce moment-là, quand nous seront suffisamment riches, je vous ferai gagner un mug, une montre, des voitures. Magnifique. Comme tous les moines qui se respectent à Kyoto, une belle Mercedes. Une belle Bentley. On passe aux recommandations ? C'est parti. Recommandations, il y a on en parlait un petit peu tout à l'heure en off. Il y a un journaliste très connu de la NHK qui s'appelle Shiba Ryotaro qui a écrit un livre justement sur la biographie de Kukai. Il reprend un petit peu ce dont j'ai abordé sur le côté
fascination de Kukai quand il arrive en Chine, tout son périple, ses rapports avec Saicho, sa personnalité. Donc évidemment, on a des passages un petit peu pédagogiques assez simples sur ce qu'est le bouddhisme ésotérique, mais c'est beaucoup plus une biographie intimiste finalement des deux personnages qui s'attachent vraiment sur cette fascination que la Chine a pu exercer sur les moines japonais de l'époque, avec assez peu de choses en fait sur ce que va devenir ensuite l'ésotérisme japonais, sur le mont Koya, etc. C'est vraiment centré sur cette période. Le livre a été traduit en anglais en 1975. Enfin, le livre est de 1975. La traduction, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été faite, mais sous le terme Kukai the Universal, donc l'aspect très global de Kukai, donc Ryotaro Shiba. Vous chercherez, vous verrez, très bon, très accessible dans un anglais très clair. Et petite reco instant culturel, si vous êtes à Tokyo du 14 juillet au 6 septembre, au Musée National, vous avez une exposition qui s'appelle Hibutsu Kaicho, donc une exposition consacrée au Bouddha caché, dont la thématique est Kukai et la Shingon, justement. Donc pour les 1250 ans de l'école, ils vont exposer quelques statuaires cachés généralement, ce qu'on appelle les Bouddhas cachés, non visibles par le public. Donc voilà, si vous êtes à Tokyo cet été, ça peut être une très très bonne exposition pour voir de la belle statuaire. C'est la fin de ce podcast. C'était encore super intéressant, merci beaucoup. Le podcast est disponible sur toutes les bonnes applications. On le redit à chaque fois, on s'abonne, on met des petits commentaires. Vous avez l'adresse email pensée.japonaise.podcast@gmail.com. N'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions, toutes vos questions, et on se fera un plaisir d'y répondre lors d'un prochain épisode. Sur ce, merci à vous messieurs, merci à vous tous de nous avoir écoutés, merci pour votre intérêt et à la prochaine. À la prochaine. Merci.